l'habitude, je m'entraîne chaque jour sans baisser d'un ton, car la perfection n'est approchable que par la répétition. Détenteur d'une... Nous allons corriger maintenant l'exercice 17, page 140. Nous avons 4 situations et nous devons faire le bilan des forces qui s'exercent sur le système. Le premier système, ici, c'est un lugeur sur une luge qui est en train de freiner. Donc il descend une pente, il est en train de freiner. Quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur lui? Eh bien, ce lugeur, sur sa luge, il est à la surface de la Terre. Donc dès lors qu'il est à la surface de la Terre, il va toujours y avoir le poids. D'ailleurs, dans toutes les situations qui sont représentées ici, celles qui sont à la surface de la Terre, il y a toujours le poids du système. Le poids, il est toujours vertical, orienté vers le bas, et il s'exerce au centre de gravité du système. Donc ici, je fais un vecteur, le poids, orienté vers le bas. Donc dans ce premier cas, nous aurons le poids. Ensuite, ici, le lugeur est en train de descendre. Il est sur une piste qui le retient. Donc il va y avoir aussi la réaction que va exercer la piste sur le lugeur et sa luge, pour l'empêcher de s'enfoncer dans la piste. Ensuite, il va avoir une certaine vitesse de descente, ce système. Et évidemment, dès lors qu'il est en mouvement sur une piste, la piste aussi va exercer une force de frottement sur le système luge et lugeur. Le second système, c'est un astéroïde qui est perdu dans le vide intersidéral. Intersidéral, c'est-à-dire entre 2 étoiles, donc une distance immense. Donc on suppose que là, il n'y a aucun corps qui est à proximité de lui, il est perdu dans le vide. Donc s'il est perdu dans le vide, il n'y a aucune action qui peut s'exercer sur lui. Donc là, il n'y a aucune force qui s'exerce sur l'astéroïde. Dans le cas ici d'un livre qui est posé sur une table, ce livre est à la surface de la Terre, donc il va y avoir le poids du livre, toujours, et ensuite il est posé sur une table. Donc ça veut dire que la table retient le livre, elle empêche le poids d'agir. Donc là on dit que la table exerce une réaction sur le livre. Donc il y a aussi la réaction exercée par la table sur le livre. Et ensuite, dans cette dernière situation, un enfant qui est tiré par un remonte-pente, le long d'une pente. Évidemment, c'est à la surface de la Terre, donc il va y avoir le poids de l'enfant. Il va y avoir aussi la réaction de la piste qui empêche l'enfant de s'enfoncer dans la Terre. Il va y avoir aussi, ici, une force qui va permettre d'expliquer justement pourquoi l'enfant remonte. Cette force, c'est le remonte-pente qui va l'exercer. Et ensuite, évidemment, comme il est sur une piste, il va toujours y avoir les frottements de la piste à ce niveau-là, sur les skis de l'enfant. Maintenant, représentons ces forces. Le poids, on a dit, à la surface de la Terre est toujours vertical vers le bas. Donc ici, pour le livre, c'est pareil. Le centre de gravité du livre, c'est à peu près son centre. Et j'exerce ici le poids toujours vertical vers le bas. Pour l'enfant, c'est pareil. Le poids est toujours vertical vers le bas et s'exerce au centre de gravité. Ensuite, ici, on a dit que à chaque fois qu'il y avait un support, que ce soit une piste, une table ou une autre piste, il y a toujours la réaction qu'exerce le support. La réaction qu'exerce le support, elle est toujours perpendiculaire au support. Donc elle va s'exercer ici. Et ici, étant donné que dans le cas du livre, elle équilibre le poids, elle le compense, puisque le livre reste immobile sur la table, d'après le principe d'inertie. Ça veut dire que elle doit avoir la même taille, la même norme que le vecteur poids.
Donc ici, on a aussi une réaction qui s'exerce, toujours perpendiculaire au support. Ici, c'est pareil. Ensuite, ici, dans ces deux cas, il y a mouvement. Donc il va y avoir la force de frottement qui va s'exercer sur la première partie du système qui rencontre justement la piste au cours du mouvement. Donc ici, cela va être à cet endroit-là, il va s'exercer une force de frottement. Étant donné qu'elle ralentit, elle a tendance à frotter, frotte, elle ralentit le système, et elle va être de sens opposé au mouvement. Donc la luge est en train de descendre, la force de frottement, ici, est de sens opposé. L'enfant est en train de monter, la force de frottement va s'opposer au mouvement et s'exercer comme ceci, dans le sens opposé à la vitesse. On a dit que dans ce cas-là, il y avait aussi la force de traction exercée par le remonte-pente. Donc cette force de traction, elle va s'exercer à l'endroit justement où l'enfant tient le remonte-pente. Ici aussi, hein, il est calé dessus. Alors on va le représenter plutôt ici, là où il y a vraiment le remonte-pente qui agit, et évidemment ça tire vers le haut. Donc c'est orienté dans ce sens-là, et la droite qui le porte, c'est simplement la perche qu'il tient. Je vais appeler T cette traction. Alors il fallait utiliser la notation F du donneur et celui qui l'a subi, le receveur. Bon, alors, ici, quand je représente la réaction, dans ces trois cas ici, à chaque fois, c'est la réaction du support, que ce soit la table, la piste, sur l'objet, sur le livre, sur la réaction de la piste ici sur l'enfant, la réaction de la piste sur le système luge et lugeur. Le poids, celui qui est le donneur du poids, l'auteur, c'est la terre. Celui qui subit, c'est l'objet, le livre, l'enfant, ou alors la luge et le lugeur. La force de frottement ici, la force de frottement, elle est exercée par la piste qui frotte sur ici la luge, et donc aussi le lugeur, et là sur les skis et l'enfant. La force de traction, celui qui l'exerce, c'est le remonte-pente qui tire. Celui qui l'a subi, c'est la personne, l'enfant. À l'aide de ces bilans des forces, il faut préciser si les systèmes sont isolés ou pseudo-isolés, ou non. Ici, ce bilan des forces, on voit que si on fait la somme des forces, on n'obtient pas le vecteur nul. Donc ici, le système n'est pas pseudo-isolé. Ici, l'astéroïde, il est soumis à aucune force, on a dit depuis le début. Donc là, on a vraiment le cas d'un système qui est isolé. Le cas du livre qui est posé sur la table, les forces ici se compensent. Donc là, on peut dire que le système est pseudo-isolé. Ici, dans ce cas-là, l'enfant remonte la pente à vitesse constante. C'est écrit dans l'énoncé. Donc, si on regarde le centre de gravité de l'enfant, il est parallèle. Ici, il est à cet endroit-là et il va dessiner une trajectoire parallèle à la piste. Donc, cela signifie que la trajectoire est rectiligne. Ensuite, on sait qu'il remonte à vitesse constante. Donc, on sait que le mouvement il sera rectiligne uniforme. Donc ici, là, d'après la première loi de Newton, le principe d'inertie, on peut dire que le système est pseudo-isolé. Donc on devra avoir représenté correctement ces 1, 2, 3, ces 4 vecteurs, de telle sorte que
on puisse écrire que P plus T plus R plus F égale 0. Pour quel système le vecteur quantité de mouvement est nul? Le vecteur quantité de mouvement est nul dès lors qu'il n'y a pas de vitesse, pas de mouvement immobile. Alors, pour quel système c'est le cas? Le seul système qui est immobile ici, pour l'instant, là, on a vu les forces compenses. Donc, d'après le principe d'inertie, le système est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Là, on sait que le livre il est posé sur la table. Donc là, il est au repos. Donc là, le vecteur quantité de mouvement est nul. Ici, il n'est pas nul puisqu'il y a une vitesse de juste constant. Ici, on est en train d'accélérer. Donc là, le vecteur quantité de mouvement, il évolue au cours du temps. Ici, on peut avoir deux cas. Soit on peut dire que comme le système est isolé, alors on sait que la quantité de mouvement va se conserver d'après la seconde loi de Newton. Donc cet astéroïde a été formé par collision de particules intersidérales. Et peut-être qu'après cette collision, il a été dans un état de repos. Donc là, étant donné qu'il est isolé, il va conserver cet état de repos. Donc là, on peut dire que le vecteur quantité de mouvement, il est nul. Mais aussi, il peut y avoir le cas où cet astéroïde a été formé après collision de particules intersidérales. Et après, il va avoir une vitesse. Cette vitesse, étant donné qu'il est isolé, il va la conserver. Donc là, il aura une quantité de mouvement constante, mais non nulle.